Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière puisqu'elle va s'intéresser à une notion qui est très rarement abordée par ce qu'on pourrait appeler les acteurs du coaching YouTube. Il s'agit du contrôle fiscal. Alors c'est un thème qui est un petit peu particulier, mais qui pourtant peut s'avérer très important. Puisque en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur immobilier, eh bien, vous pourriez être confronté un jour dans votre vie à ce qu'on appelle donc un contrôle fiscal. Alors pour mieux comprendre, pour mieux appréhender cette notion qui véhicule et qui génère parfois beaucoup de fantasmes ou encore d'idées reçues, eh bien, nous aurons le plaisir d'échanger avec deux professionnels, et notamment deux professionnels de la fiscalité. Puisque je le répète, la fiscalité, c'est un métier. Donc on s'est entouré sur cette vidéo donc, de deux professionnels qui sont donc le professeur Axel Penny. Donc Axel qui est fiscaliste au sein du cabinet d'avocats, donc Lexalpe SR Conseil, donc en Savoie, avec pour mission notamment donc, l'assistance aux contrôles fiscaux et également l'assistance pour des opérations d'optimisation fiscale. Et d'ailleurs, les documents sur lesquels on va s'appuyer pendant toute cette vidéo, eh bien, nous sont justement transmis, et on le remercie, par le professeur Axel Penny. La deuxième personne qui va nous accompagner sur cette vidéo, eh bien, vous la connaissez probablement, puisqu'elle a déjà participé à d'autres vidéos, notamment la formation SARL de famille. Il s'agit du docteur Rachid Abardi, qui est donc docteur en droit fiscal et qui collabore également avec le cabinet d'expertise comptable, le cabinet Tech. Alors avant de leur laisser la parole, quelques chiffres sur le contrôle fiscal. Il faut savoir qu'en 2019, les recettes qui sont liées justement au contrôle fiscal, elles ont atteint la somme record de 11 milliards d'euros. Alors c'est lié en grande partie au renforcement des contrôles, parce que bien évidemment le gouvernement eh bien, il a besoin de fonds. Et au vu eh bien, du contexte actuel et des données économiques prochaines, eh bien, on peut envisager effectivement que ces contrôles et ces recettes liées au contrôle fiscal eh bien, ne faiblissent pas. Et pour information, la simple activité de contrôle, elle mobilise déjà environ 10 000 agents. Et parmi ces 10 000 agents, il faut savoir qu'il y a environ 4 000 vérificateurs qui ont déjà effectué en moyenne 50 000 contrôles externes. Voilà, avant de laisser la parole au professeur Axel Penny, je vais simplement faire une courte présentation des différents types de contrôles. Donc concrètement, il existe deux types de contrôles fiscaux différents. D'une part, le contrôle fiscal sur place et d'autre part, le contrôle fiscal sur pièce. Alors le contrôle fiscal sur place, lui, il va être divisé en trois sous-catégories de contrôle. Comme sous-catégorie du contrôle sur place, eh bien, on va trouver ce qu'on appelle la vérification de comptabilité. Alors, qu'est-ce que la vérification de comptabilité? C'est une vérification qui, généralement, se déroule dans les locaux de l'entreprise et qui a pour objet, tout simplement, d'examiner la comptabilité en la confrontant à certaines données. Le but pour le contrôleur, eh bien, c'est de tout simplement s'assurer eh bien, de la sincérité des déclarations qui ont été faites. Et pour le coup, on reste dans un débat qui est oral et contradictoire et bien évidemment, la charge de la preuve, elle repose sur l'administration. Deuxième sous-catégorie, c'est ce qu'on appelle l'examen de comptabilité. Alors, il fait partie des procédures de contrôle dites sur place, mais en réalité, il se fait sans déplacement. Et en fait, ce dispositif, eh bien, il va permettre à l'administration de réaliser des contrôles à distance à partir de la comptabilité qui aura été remise par l'entreprise sous forme, bien évidemment, dématérialisée. Alors naturellement, si l'entreprise ne donne pas sa comptabilité à l'administration dans un délai de 15 jours à compter eh bien, de la demande, eh bien, elle va se confronter à une amende de 5 000 € et surtout, eh bien, elle va offrir le droit à l'administration d'engager eh bien, une vérification de comptabilité. La troisième sous-catégorie du contrôle sur place, c'est ce qu'on appelle donc l'ESFP, c'est l'examen de situation fiscale personnelle. Donc c'est tout simplement les vérifications par l'administration eh bien, des déclarations d'un contribuable, donc d'une personne physique, et non donc d'une société. Donc concrètement, comment ça se passe? En fait, vous allez recevoir donc un avis d'examen qui va préciser les années qui sont remises en cause par l'administration. Et également, on va vous notifier la possibilité de vous faire assister d'un conseil. Ensuite, le vérificateur eh bien, va proposer une réunion au contribuable. Et puis, à l'issue de cette réunion, eh bien, le vérificateur il va tout simplement demander au contribuable de lui fournir ses comptes bancaires. Il faut savoir que le vérificateur il va également pouvoir faire usage de ce qu'on appelle des demandes d'éclaircissement ou de justification.
Alors je précise que les demandes d'éclaircissement, elles sont à volonté et qu'elles peuvent porter sur tout sujet en matière d'impôt sur le revenu. Alors que les demandes de justification, eh bien, elles sont limitées, limitées à certains points particuliers, comme par exemple les réductions d'impôts, les situations et charges de famille du contribuable. Ça peut également être des avoirs à l'étranger ou encore des salaires qui seraient versés à des salariés à domicile. Ça peut également être des éléments qui servent à calculer le revenu foncier ou des plus-values immobilières ou mobilières. Généralement, l'administration, elle va vous demander donc des justifications lorsqu'elle détient des éléments qui lui permettent d'établir que vous avez des revenus en fait qui sont bien plus importants que ceux que vous avez déclarés. On considère que lorsque ces éléments font état de revenus qui dépassent le double des revenus qui ont été déclarés ou alors au minimum 150 000 euros, eh bien, ce sont des éléments suffisants en tout cas pour l'administration pour vous demander des justifications. Voilà, maintenant je conclus sur l'autre type de contrôle fiscal, donc qui est le contrôle sur pièces. Donc le contrôle sur pièces, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est une procédure qui est effectuée au quotidien par les services fiscaux. Et dans ce cas, eh bien, aucun avis de vérification ne sera envoyé. En revanche, comme pour le contrôle sur place, si l'administration eh bien, souhaite effectuer une demande d'information ou une demande d'éclaircissement et de justification, bien évidemment, elle pourra le faire. Et pour rappel, une demande d'information eh bien, ne génère pas d'obligation de répondre, même si c'est bien évidemment très conseillé. En revanche, une demande d'éclaircissement et de justification, eh bien, ça vous oblige à répondre sous 2 mois. Sinon, bien évidemment, vous aurez une taxation d'office. Donc concrètement, l'administration, elle va vérifier que l'entreprise est bien à jour de ses déclarations, de ses bilans, de ses comptes de résultats. Elle peut également exercer des vérifications concernant la TVA et vérifier si ça correspond bien au chiffre d'affaires déclaré. Voilà, en gros, elle va vérifier différents éléments et voir s'il y a une véritable cohérence entre ce qui a été déclaré et ce qui est réel. Et à la fin de ce contrôle sur pièces, 3 possibilités. Soit le dossier ne présente aucun litige et dans ce cas, le dossier est classé. Soit l'administration observe des irrégularités et vous serez donc sujet à un redressement fiscal. Ou soit l'administration eh bien, n'a pas réussi à avoir toutes les informations demandées et dans ce cas, eh bien, elle lancera un contrôle sur place ou encore un ESFP. Voilà, j'ai maintenant le plaisir de laisser la parole au professeur Axel Penny qui va nous étayer eh bien, tout le schéma procédural du contrôle fiscal en l'adaptant bien évidemment à l'investisseur immobilier et ce donc jusqu'à la commission. Eh bien, merci Salva, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai que le contrôle fiscal, c'est une matière un peu particulière. Moi, je la pratique au quotidien, c'est vraiment ma spécialité. Donc, c'est intéressant d'avoir ce format vidéo pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc, moi, je vais vous expliquer dans un premier temps voilà, comment ça se passe un contrôle fiscal pour une société en tant que telle. C'est vrai que généralement, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on reçoit la réception d'un courrier qui s'appelle un avis de vérification. On a ensuite un inspecteur des finances publiques qui se présente et qui fait ces opérations de contrôle. Il demande le fichier des écritures comptables et bien souvent il repart au bureau pour faire les analyses. C'est-à-dire que vous, en tant que contribuable qui êtes directement affecté par cette situation, bien souvent l'inspecteur, vous allez avoir des échanges avec lui. Il va vous demander des pièces comptables, il va vous demander des pièces juridiques, et c'est pour ça que j'insiste, alors là c'est un peu mon défaut de déformation professionnelle, sur la bonne rigueur qu'il faut avoir dans la tenue de la comptabilité quand on en a une à tenir, et du juridique, puisque ça paraît tout bête, mais ne serait-ce qu'une approbation de compte ou autre, c'est des documents qui peuvent être importants. Donc ensuite il fait son travail d'investigation, il va croiser dans votre domaine, ça peut être la TVA. Pour les marchands de biens, en ce moment, il y a une grosse campagne de TVA qui est prise en compte, parce qu'il y a le Conseil d'État et les juridictions suprêmes qui imposent un principe qui visiblement n'existerait pas dans la directive européenne sur le régime de la TVA sur la marge, c'est-à-dire le régime qui permet aujourd'hui d'appliquer la TVA uniquement sur la marge à la revente et non pas sur le prix total.
Bon, aujourd'hui, on est en attente d'une décision en éclairage de la Cour européenne pour nous expliquer si ça marche ou pas. Mais très concrètement, si vous êtes marchand de biens, il y a de fortes chances que le contrôleur, s'il vous contrôle, vous notifie et vous demande le compromis, est-ce que vous avez revendu? C'est pour ça que la rédaction du compromis est hyper importante. Imaginons un marchand de biens qui achète une maison avec un terrain. S'il veut revendre la maison et le terrain après à la découpe, il ne faut pas qu'il achète une maison avec un terrain sur son compromis, aujourd'hui en tout cas. Il faut qu'il achète une maison et une parcelle de terrain sous condition d'obtention au niveau de l'URBA de toutes les démarches administratives nécessaires pour arriver à la division et à la découpe. Si vous rédigez dans ce sens-là, vous respectez la condition d'identité juridique. Donc, la rédaction des compromis quand on est marchand de biens doit faire l'objet, en attendant à cet instant T, d'un aménagement qu'il faut voir avec votre notaire. Il faut bien l'éclairer sur ces points de vue-là. Nous, en fiscalité, on travaille beaucoup là-dessus, notamment pour anticiper les risques, puisqu'on ne sait pas comment ça va revenir au niveau de l'Europe. Donc, on travaille beaucoup avec les notaires sur la rédaction des compromis pour être sûr que si plus tard on revend des lots qui ont fait l'objet d'une découpe, on n'ait pas acheté un appartement et qu'on en revende pas trois, quoi. C'est à peu près ça. Dans ce cas-là encore ça pourrait se plaider, mais voilà. Donc ça se passe comme ça. Il vient, il vous fait un contrôle, il vous demande des pièces, il va faire son travail d'investigation, il va vous poser des questions, il va vous demander des éclairages, il va peut-être demander... Si vous avez un expert comptable, vous pouvez demander à ce que les opérations de contrôle soient réalisées au lieu du cabinet de votre expert comptable, ce que j'encourage très fortement à faire, parce que déjà c'est un endroit qui est plus neutre, le cabinet comptable, et puis c'est un endroit où on a l'intégralité de la documentation comptable qu'on peut être susceptible d'avoir à communiquer à l'inspecteur qui fait son travail. Une fois qu'il a fait son travail, il est dans l'obligation de faire une réunion de synthèse, donc il est dans l'obligation de faire une réunion dans laquelle il va vous expliquer ce qui va se passer, ce sur quoi il vous notifie, c'est-à-dire ce sur quoi il vous contrôle et ce sur quoi il vous demande de l'argent parce qu'il y aurait une erreur. Donc l'impact fiscal, l'impact financier intervient à ce moment-là, où il peut très bien aussi, ça arrive, hein, c'est pas non plus anodin, délivrer un blanc-seing, donc délivrer un avis d'absence de rectification parce que tout va bien, ou entre guillemets si tout va pas bien, il n'a pas tout vu, ça arrive aussi, mais tant mieux pour vous. Je tiens également à préciser que c'est pas parce qu'un inspecteur a fait un contrôle et n'a pas vu quelque chose et qu'un autre inspecteur revient quelques années après et remet en cause une pratique que le premier blanc-seing que vous avez eu vaut blanc-seing, justement. Moi, j'ai eu des dossiers dans lesquels on a eu des pratiques de double règlement par certaines sociétés qui étaient passées en produit mais sans TVA parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas de contrepartie, puisque la contrepartie initiale était réglée par le premier paiement, et donc ils ne mettaient pas de TVA, il y avait de l'IS mais ils ne mettaient pas de TVA. Et un inspecteur est passé et ne l'a pas vu, ou en tout cas a jugé que ça allait, mais n'a pas fait de mention directe sur son premier contrôle par rapport à ça. Un deuxième inspecteur, une deuxième inspectrice, le cas échéant, est venue et a rectifié. Et qu'on soit très clair, la deuxième inspectrice est tout à fait légitime à voir ça. Donc ensuite, il faut se positionner. Aujourd'hui, l'inspecteur des impôts, par essence, s'il vient vous voir, c'est qu'il a déjà fait des recherches. Il sait dans les grands traits, dans les grandes masses qu'il va y avoir des irrégularités au niveau de la structure, sinon il ne se déplacerait pas. C'est assez rare qu'on ait quelqu'un qui vienne vraiment en spontané. Bon, il vous laissera parler, le but du jeu c'est quand même de le laisser parler lui. En conseil, ne soyez pas plus royaliste que le roi, laissez-le parler, laissez-le venir. Ils ont des démarches où ils sont très courtois, très polis, mais faut vous rappeler qu'il reste inspecteur. Il peut être de bons conseils, entre guillemets, mais il reste inspecteur. Donc ne lui en dites pas plus qu'il est nécessaire de lui dire. Donc sur comment aborder ces premières réunions, vraiment en pratique, comment ça se passe, prenez attache avec votre expert comptable, si vous en avez un, sinon prenez attache avec un avocat. Aujourd'hui, le contrôle fiscal, en fait, on appelle ça contrôle fiscal, mais c'est un contrôle comptable. C'est un contrôle de comptable ou c'est un contrôle de la comptabilité, et des irrégularités comptables vont découler
des conséquences financières et des conséquences fiscales. Un amortissement qui est fait par exemple trop rapidement ou qui ne respecterait pas un plan comptable, ou un report d'amortissement sur des biens qui ne respecteraient pas ce qu'on appelle le linéaire à minima, et on serait dans ce qu'on appelle les ARD, amortissements irrégulièrement différés, les AID, vous placerait dans une situation où vous aurez une conséquence comptable avec un rejet d'une charge ou un rejet d'un amortissement, mais qui a bien des conséquences fiscales et donc financières. Donc vraiment l'homme ou la femme d'ailleurs qui peut vous assister dans un premier temps pour vraiment justifier les rythmes comptables et les choix qui ont été faits, c'est vraiment votre expert comptable. Donc il faut bien le contacter, il faut le mettre en relation avec l'inspecteur, et voilà, après il faut coopérer. Vous n'avez aucun intérêt à ne pas donner tout. Après, il y a des documents qui sont frappés par des confidentialités. Un document signé par avocat a une valeur de confidentialité au niveau du secret professionnel et ne peut pas être communiqué. On n'a aussi pas l'obligation de communiquer des notes internes, etc. Si on les donne, ils pourront les utiliser. Donc, il faut être courtois avec l'inspecteur des finances publiques, lui donner ce dont il a besoin. Pourquoi c'est important de lui donner ce dont il a besoin ? C'est extrêmement important de lui donner ce dont il a besoin, parce que si on ne lui donne pas ce dont il a besoin, il peut partir du postulat de base que nous le mettons dans une position dans laquelle il n'est pas légitime et il ne peut pas établir son contrôle dans de bonnes conditions. Donc, il peut ensuite en tirer les conséquences, et les conséquences, elles sont assez draconiennes puisqu'il existe des majorations. Et la première majoration qui est la plus importante, c'est celle de 100%, c'est-à-dire qu'il va doubler la valeur en finance de ce que vous auriez dû payer en impôt à la base pour opposition à contrôle. Et ça, très concrètement, il ne faut pas le faire. Donc, on peut décaler les dates de réunion généralement, mais il faut le faire si on a un événement exceptionnel, puisqu'on reçoit un document et ils ont 15 jours, entre guillemets, pour vous dire, voilà, dans 15 jours, on va venir, vous pouvez décaler la première réunion. Bon, vous pouvez décaler la première réunion si vraiment vous avez un impératif et que vous ne pouvez pas décaler et que vous avez planifié, je ne sais pas, un voyage peut-être, ou un rendez-vous avec un très gros client à l'autre bout de la France. Vous pouvez l'expliquer, il faut vraiment un événement exceptionnel. Mais il faut quand même, au global, faire preuve de bonne foi dans les opérations de contrôle. Ça fait partie du jeu. La France est un système d'impôt qui est dit déclaratif et qui a du coup pour corollaire de partir du principe que le contribuable, lui, il est de bonne foi de base quand il fait ses déclarations. Il est présumé de bonne foi et l'administration fiscale a la charge de la preuve dans la plupart des cas, dans le cas des procédures dites contradictoires, de rapporter que le contribuable n'est pas de mauvaise foi. Mais donc la corollaire, c'est le système déclaratif, c'est qu'ils peuvent venir. Donc on joue le jeu. En tout cas, nous au cabinet, c'est ce qu'on conseille chez moi pour expliquer, voilà, avoir une bonne démarche. Et puis quand on a de bonnes relations, nous en tant que conseil avec les finances publiques et qu'on défend des gens qui ont de bonnes relations avec les finances publiques, ou quand on a des contrôles à leur côté, on travaille avec eux de concert et on ne fait pas bloc, eh bien on se rend compte qu'on arrive à négocier des choses beaucoup plus facilement, notamment s'il y a contrôle, s'il y a conséquence, on peut avoir des délais de paiement qui sont très longs. Et quelqu'un qui est défendu par un conseil qui fait bloc risque de se priver de ces éléments-là. Donc nous, on a une démarche plutôt constructive avec les inspecteurs. S'il veut des éléments complémentaires, bon, on lui donne. À la réunion de synthèse, il faut savoir que l'inspecteur, il a déjà présenté son projet de rectification à son supérieur hiérarchique, qu'il a approuvé. À part s'il y a vraiment un élément nouveau entre la date où il rédige et la date où il va vous donner la conséquence, il y a peu de chances de le faire fléchir sur sa position. Il la maintiendra. Ça m'est arrivé une fois, on a eu une jurisprudence du Conseil d'État qui est tombée pendant qu'il faisait son contrôle. Il ne l'avait pas vu, il nous a fait une réunion, il a notifié au client en matière de TVA sur des règles de formation professionnelle et de prestations accessoires, etc. par rapport à une attestation de la directe. On a une attestation de la directe quand on est organisme de formation professionnelle qui permet d'exonérer de TVA. J'avais dans cette procédure-là quelqu'un qui avait cette attestation qui était remise en cause. L'administration avait raison, ils ont donc notifié un assez gros montant de TVA, on parle de centaines de milliers d'euros. Et il s'avère qu'entre-temps, l'administration n'avait pas regardé une jurisprudence du Conseil d'État qui est sortie au mois de mars 2020, donc l'année dernière, au jour où j'enregistre, qui disait que, effectivement, sauf cas de fraude, ce qui n'était pas notre cas, l'attestation, si elle était remise en cause, le bénéfice de cette exonération de TVA,
n'était remis en cause que pour l'avenir. Et comme l'inspection des finances publiques vient contrôler sur les 3 dernières années, principalement les 3 dernières années, les sociétés, ils ont été d'accord de dire qu'il fallait annuler le contrôle. Donc on avait tout de suite annulé. En contrepartie, nous avons dû passer immédiatement à la TVA, mais ça tombait bien puisque c'était ce qu'il fallait faire. Donc ça a été plutôt neutre. Les clients ont dû renégocier leur contrat qui était en aide de TVA, et là, du coup, soit ils intégraient la TVA dans leur devis, mais ils perdaient 20 points de marge, ce qui n'était pas possible. Donc ils ont renégocié, les clients étaient plutôt réceptifs, donc ça s'est plutôt bien goupillé. Donc voilà. Quand vous recevez la proposition de rectification, donc c'est le document qui a un papier en tête finances publiques, proposition de rectification, ça porte bien son nom, on propose de rectifier la base imposable. Donc on propose de rectifier souvent les résultats comptables qui permettent de calculer la fiscalité. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 30 jours pour répondre. Dans le cadre d'une procédure contradictoire, c'est-à-dire une procédure où vous n'avez pas fraudé, vous pouvez proroger ce délai de 30 jours. Donc vous pouvez déjà avoir 60 jours de délai pour répondre, ce qui permet 2 mois de formuler une réponse en bonne et due forme, de se poser sur le dossier, de réfléchir et vraiment d'envoyer quelque chose de constant. Ensuite, on appelle son expert comptable, on appelle un bon fiscaliste pour organiser une réunion de débrief entre nous, pour regarder ce sur quoi on est rectifié, là où ça a pêché, là où il y a des coquilles, et est-ce que, évidemment, il y a matière à débattre avec l'administration fiscale, ou est-ce qu'il y a eu une coquille, une erreur matérielle qu'on peut tous faire, qui ne permet pas, en somme toute, de contester. Il faut vraiment avoir de la matière pour contester. Contester pour contester ne permet que de gagner du temps. Alors ça peut être une stratégie, le temps de se refaire la cerise, de re-rentrer un petit peu de liquidité pour faire face au paiement de cette imposition, ça peut être tout à fait adéquat. Donc on peut gagner quelques temps, moyennant quelques milliers d'euros de frais d'avocat, évidemment, et d'experts comptables pour défendre le dossier de manière quand même sérieuse, on va dire. Mais ce qui est le plus important, c'est de préparer scrupuleusement les étapes de la procédure. Alors la première étape de la procédure, j'expliquais, c'est qu'on a 30 jours pour répondre à ce document et présenter ses observations. Donc il faut demander le délai supplémentaire des 30 jours quand on est dans le cadre de la procédure contradictoire, qui pour information est codifié dans le livre des procédures fiscales, qui est le code des impôts en la matière, qui est le code de procédure du droit fiscal. Et donc il faut les demander, ça vous permettra déjà de souffler, de prendre le temps de réfléchir, de récupérer toutes les pièces qui peuvent vous permettre de justifier la position comptable que vous avez tenue pendant toutes ces années et qui est aujourd'hui remise en cause. Et donc la proposition de rectification, elle est rédigée souvent de la même manière. Donc elle est rédigée avec un récapitulatif des diligences qu'a pu effectuer l'inspecteur sur place ou sur pièce. Ça dépend du contrôle que vous avez eu. Mais l'inspecteur rédige en expliquant ça. Il va ensuite expliquer la base légale, tous les articles de droit sur lesquels il s'est fondé pour faire sa rectification, la jurisprudence et la doctrine dans une moindre mesure, et puis les faits, l'application du droit aux faits. Il va faire une conclusion et puis il va être obligé évidemment de vous informer des conséquences financières du contrôle. Donc généralement on a des petits tableaux à la fin avec avant contrôle, après contrôle, écart de fiscalité et voilà. Un inspecteur, c'est un fiscaliste. Il ne raisonne pas en économie, il ne raisonne pas en comptabilité pure, il raisonne en comptabilité d'un point de vue fiscal. Il est donc très pragmatique. Donc il faut également être pragmatique. Vous ne l'aurez pas à l'usure, vous ne l'aurez pas à la pitié, vous ne l'aurez pas comme ça. Donc pour le convaincre, il faut vraiment avoir une argumentation logique. Moi je dis qu'il faut utiliser le logos, ça date de l'Antiquité, l'art de convaincre, mais il y a le pathos qui est la pitié, qui ne fonctionnera pas du tout. Vous ne ferez jamais naître la pitié dans les yeux d'un inspecteur. L'éthos, c'est par la renommée. Bon, nous, on est personne, moi encore moins. Et donc, il faut vraiment convaincre par le logos, c'est-à-dire par la logique, et utiliser le syllogisme juridique qui est un axe de développement et de réflexion qu'on enseigne dans les universités de droit, qui est de dire si A égale B et B égale C, alors A égale C. Donc il faut vraiment avoir de la logique, de dire il faut être très prosaïque et dire voilà, on a appliqué telle règle parce qu'elle s'appliquait selon telle interprétation, parce que le BOFIP nous dit ça, et donc on s'est placé dans cette interprétation. En droit, il n'y a jamais quelqu'un qui a tort ou qui a raison, il y a toujours un juge qui tranche. Parce qu'il y a une interprétation à donner et il faut voir l'esprit qu'a voulu insuffler le législateur quand il a créé ce texte. Si vous voulez prendre aucun risque dans la réponse à la rédaction, alors déjà, si vous voulez prendre aucun risque, je vous conseille vivement, voire très vivement, à la confier en rédaction à un conseil fiscal ou un avocat, en tout cas quelqu'un qui est rompu à cette pratique.
Mais si vous voulez le faire, répondez en miroir, c'est-à-dire reprenez point par point et répondez comme avec un miroir à tous les points que vous notifie l'inspecteur des finances publiques. Fouillez la jurisprudence et la doctrine, allez sur Légifrance, allez sur Doctrine, qui est un très bon site, allez sur les bases Francis Lefebvre, achetez de la doc, cultivez-vous là-dedans, regardez, et rédigez toujours par primeur de force légale, c'est-à-dire d'abord au niveau de la pyramide de Kelsen, d'abord les articles internationaux, les traités, la Constitution, ensuite les articles de loi, ensuite la jurisprudence et la doctrine. Il faut vraiment être méthodique et rigoureux, et surtout il ne faut pas rater les délais. Ça paraît tout bête, vous avez 30 jours pour répondre. Si vous ne répondez pas dans les 30 jours, pas de dramatique entre guillemets, mais la charge de la preuve s'inverse, c'est-à-dire que c'est à vous de rapporter le fait que vous avez raison, et c'est pas l'administration de rapporter le fait que vous n'avez pas raison. Ça paraît tout bête, mais en pratique c'est très très important, parce que l'apport de la charge de la preuve dans certains dossiers est extrêmement tendu, est extrêmement compliqué à avoir. Donc c'est quelque chose qui est à surveiller de très près. Une fois que vous aurez formulé votre réponse, qu'on appelle observation du contribuable, l'administration va vous répondre dans ce qu'on appelle la réponse aux observations du contribuable. Donc généralement, on a ce courrier qui revient 2 mois après que vous ayez formulé votre réponse vous-même. Là, vous avez 3 choix, trois options qui s'ouvrent à vous. Soit l'inspecteur a dit effectivement vous avez raison, comme dans le cadre de ma TVA que je vous expliquais tout à l'heure, entre guillemets vous avez gagné, c'est terminé, on s'arrête là. Tant mieux, et voilà, vous avez raison. Soit il dit j'accepte partiellement, c'est-à-dire qu'il y a des points que j'accepte, il y a des points sur lesquels effectivement vous avez raison, mais il y en a d'autres où je ne suis pas d'accord, et il accepte partiellement notre réponse. Soit il la rejette totalement, donc avis de rejet total de l'administration. Donc à ce moment-là, on a la possibilité de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'inspecteur pour échanger avec lui. Il faut en parallèle saisir les commissions. Alors, les commissions, Rachid va vous les présenter un tout petit peu plus tard, mais vous pouvez saisir le supérieur hiérarchique. À ce moment-là, vous allez aller aux finances publiques, rencontrer le patron de l'inspecteur qui vous a contrôlé et avoir un échange avec lui. Je dois vous avouer qu'en pratique, c'est quelque chose qui marche assez bien. En tout cas, nous, dans notre cœur d'activité, on arrive à sortir la plupart des dossiers où on pense qu'il y a une contestation sérieuse, s'arrête au recours hiérarchique quand on a une bonne argumentation. Parce que, en tout cas, l'inspecteur hiérarchique a un pouvoir de décision et on arrive soit à transiger, et j'expliquerai en fin de cette vidéo ce qu'est une transaction et la mise en conformité, soit à dégréver totalement. Donc je peux que vous encourager à faire ça. Mais ça n'est pas un acte suspensif de tous les délais de recours autres que vous pouvez avoir. Donc il faut saisir en parallèle les commissions. Une fois passé le recours hiérarchique, si jamais vous êtes toujours déçu et que vous voulez persister et signer, eh bien il faut attendre. Vous allez recevoir un avis de mise en recouvrement. Cet avis de mise en recouvrement va récapituler les sommes que vous devez aux finances publiques à ce stade-là. Et donc cet avis de mise en recouvrement, lui, il peut tout à fait être contesté par ce qu'on appelle une réclamation contentieuse. Donc on rédige, on envoie ça aux finances publiques. Et à ce moment-là, généralement, on reçoit encore quelques mois après un avis, alors soit d'acceptation, soit de rejet, comme on a dit. Et une fois ce courrier reçu, vous avez la possibilité de saisir le conciliateur fiscal, qui est un recours hiérarchique mais au niveau départemental et non plus au niveau de la brigade qui vous a contrôlé, où vous allez saisir un inspecteur de haut rang, entre guillemets, de haut niveau, qui va se pencher sur votre dossier. Cette personne va se pencher sur votre dossier, et à ce titre-là, nous, on a eu un dossier de rejet de crédit d'impôt, modernisation du recouvrement, sur des délais de déclaration, comme quoi ce ne serait pas été spontané, etc. On n'a pas eu gain de cause devant l'inspecteur, on n'a pas eu gain de cause devant le supérieur hiérarchique, on a contesté, on est passé devant le conciliateur, et le conciliateur a accepté. Comme quoi, on peut continuer à contester en dehors des voies du tribunal, et en étant toujours sous couvert d'avoir à la fin, in fine, une réponse positive à notre demande. Donc c'est quelque chose qui marche bien, mais il faut attendre d'avoir saisi par voie de recours contentieux la trésorerie qui vous contrôle, et puis derrière d'avoir un avis de rejet.
Si le conciliateur à son tour dit non, on a une dernière voie de recours, comme quoi les droits du contribuable en matière de procédure contradictoire sont quand même assez bien privilégiés, qui est la saisine du médiateur des finances publiques. Donc le médiateur des finances publiques, c'est le recours hiérarchique suprême, on va le lui présenter, on le saisit par internet, c'est assez simple, et il va émettre un avis pareil. Si à ce moment-là il dit oui, eh bien, tant mieux. S'il dit non, on aura épuisé eh bien, toutes les voies de recours procéduraux en dehors du tribunal et des commissions, dont je laisse évidemment à Rachid tout le loisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup Axel pour la qualité et la pertinence de ton intervention. Je reviendrai vers toi tout à l'heure pour évoquer donc la notion de transaction et de négociation avec l'administration fiscale. Et effectivement, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les commissions des impôts. Comme l'a dit Axel, il est possible de faire juger donc un dossier par une commission des impôts. Cette commission, elle doit être cependant saisie dans les 30 jours de la réception de la réponse qui a été faite aux observations du contribuable. Et suite à ça, vous serez donc convoqué tout simplement pour plaider votre dossier devant une commission. Commission qui sera composée de représentants des impôts, de représentants des contribuables et d'un juge. Et pour évoquer les différentes commissions et leurs compétences, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Rachid Abardi. Bonjour à toutes et à tous, avec vous le docteur Rachid Abardi. Donc nous allons aborder effectivement les questions que tu me poses, Salva. Je te remercie de m'accueillir. Je salue au passage mon confrère Axel Penny. C'est un plaisir de faire cette vidéo en votre compagnie. Donc, petite précision utile, les commissions jugent en fait et non en droit. Le fait de juger en droit, qu'est-ce que c'est ? C'est de savoir est-ce que ce que vous avez fait est conforme à la loi, conforme à la justice, est-ce que c'est légitime ? Les questions de fait, elles portent sur l'être, et les questions de droit sur le devoir-être. Alors c'est un petit peu philosophique et ça peut paraître effectivement loin des préoccupations que vous pouvez avoir. Néanmoins, c'est important parce que juger en droit, c'est le boulot du tribunal. Donc c'est généralement un endroit où, à moins d'être effectivement du métier, vous allez avoir du mal à vous défendre, puisque la plupart du temps, on est plus habitué de façon, je dirais, instinctive et naturelle à se défendre sur des faits. Et ça tombe bien puisque c'est justement ce qu'on va nous demander lors de ces commissions. Pour commencer, nous avons la cédide TCA. Donc cédide ne veut pas dire que c'est cuit ou que c'est mort, ce serait un anglicisme bien hasardeux. Nous avons donc ici la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Donc elle peut être saisie lorsque le désaccord persiste suite à la procédure de rectification contradictoire. Donc, auparavant, on a eu la vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité. Donc, toujours pareil, comme l'a très bien précisé Axel, on se fait assister de son expert comptable ou bien d'un avocat, puisque, effectivement, il y a de grandes chances qu'il puisse avoir les papiers dont on a besoin et surtout les astuces pour pouvoir se sortir de cette impasse. Donc, cette commission, elle peut aussi donc être réunie dans les cas de taxation d'office, suite à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Et en règle générale, donc, la compétence de cette commission est limitée aux questions de fait. Et c'est quelque chose qui, effectivement, nous arrange bien. On passe donc à la commission suivante, c'est la commission communale des impôts directs. Donc elle évalue et elle se prononce en matière de litige donc sur la valeur locative, la valeur foncière. Il y a d'autres types de litiges, mais généralement ils vont être quand même liés à cet aspect qui nous intéresse, c'est-à-dire cet aspect immobilier ou immobilier détenu par des entreprises d'ailleurs, parce qu'elle est aussi compétente pour les contestations de CFE. Donc il faut savoir que la composition, elle est toujours relativement la même. Vous avez le maire ou un adjoint, vous avez 6 commissaires et 8 pour les villes de plus de 2000 habitants.
Euh, Elle est compétente aussi pour les locaux professionnels comme pour les résidences d'habitation. Donc vraiment, celle-là, elle va nous intéresser en tant qu'investisseur immobilier parce que justement, les potentialités de se retrouver, en tout cas, devant une des commissions, s'il y en a une en tant qu'investisseur qu'on va viser si tant est qu'on en arrive jusque-là, effectivement, ça va être celle-ci. Merci Rachid. Alors, il y a une autre commission qui est compétente pour évoquer, pour aborder un élément qui est lié à l'immobilier, c'est la commission départementale de conciliation, qu'on appelle la CDC, puisqu'elle est compétente pour les frais de notaire. Elle a aussi des compétences donc, dans tout ce qui va être droit d'enregistrement lié à un acte de partage, d'apport en société, succession ou donation. Là, c'est pareil, c'est vrai que on a des pratiques qui sont notamment exposées par des formateurs dont je ne citerai pas le nom, mais qui sont chers à notre ami Salva et que vous reconnaîtrez, et qui ont tendance effectivement à donner des dites techniques pour justement pouvoir éviter, enfin qui ont en tout cas la prétention à éviter la taxation des droits en question ou bien à les minorer. Bon, il faut savoir que la plupart du temps, soit c'est des techniques qui étaient usitées il y a quelques années et qui ne sont plus d'actualité, soit généralement c'est tout simplement du n'importe quoi. Dans des endroits où la justice est, on va dire, assez compréhensive, ils peuvent se permettre de publier des vidéos fantaisistes. Mais on n'est pas là pour faire le procès de quiconque. Donc je vais continuer. Là, effectivement, la composition donc de la commission, on a un magistrat, on a des représentants de l'administration, un notaire et des représentants des contribuables. Autant vous dire que le niveau de technicité dans cette commission, il va être quand même très élevé, d'accord, puisqu'on a affaire à des professionnels du chiffre et du droit axés sur l'immobilier. C'est une commission à laquelle vous pouvez avoir recours, puisque effectivement quand on mène des activités de marchand de biens ou des activités liées à l'immobilier, effectivement ça fait partie des commissions devant lesquelles on peut aller défendre le bout de gras. Merci beaucoup Rachid de nous avoir expliqué eh bien, le fonctionnement des différentes commissions, leurs compétences, et notamment celles qui seraient potentiellement utiles pour un investisseur immobilier. Alors maintenant, si les procédures en commission ont échoué, si les recours ont également échoué, eh bien, il y a la possibilité de saisir le tribunal administratif ou judiciaire. Alors sans rentrer dans les détails, ce qu'il faut savoir, c'est que le délai, il est souvent très long, il est en moyenne de 24 mois, et que le jugement, eh bien, il se fera sur des écrits, et non pas sur des plaidoiries, et que l'interprétation, elle est bien souvent très jurisprudentielle. Et évidemment, il y aura la possibilité par la suite de faire appel en cas de défaite au tribunal administratif. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de manière générale, les contentieux devant le tribunal, c'est pas spécialement apprécié ou recherché par les impôts. Et c'est là que la notion de négociation, de transaction prend toute son importance, et je vais donc relaisser la parole à Axel Penny pour qu'il nous explique justement ce qu'est la transaction, ce qu'est la mise en conformité, etc. Bien, merci Salva. Effectivement, je peux tout à fait expliquer la transaction et la mise en conformité, les services que c'est. La transaction, c'est un contrat qui est conclu avec l'administration fiscale. Il faut savoir que l'administration fiscale est intéressée à un recouvrement rapide, c'est-à-dire qu'ils veulent récupérer l'argent rapidement. Et ils sont plus intéressés à recouvrir 90% de 100 tout de suite que 100% de 100 dans 5 ans après une nébuleuse affaire au tribunal qui a duré des lustres et qui ne les intéresse pas. Donc la transaction, c'est vraiment de la négociation pure et dure avec les impôts. Ça se met en place généralement dans le cadre du recours hiérarchique ou de ces réunions avec les inspecteurs dans lesquelles on peut leur dire, voilà, on vous doit 100 000 euros, il y a 40 000 euros de pénalité, donc on vous doit 140 000 euros. Ces pénalités, on aura du mal à prouver effectivement de votre part et de notre part, même si vous en avez la charge de la preuve, que c'est très délicat pour les annuler. Donc on peut dire, écoutez, sur ces 100 000 euros, on n'en garde que 80. Sur ces 40 000 euros, nous allons en garder que 10.
Vous nous devez donc 90 000 euros au lieu de 140. Vous nous faites un virement assez rapide où on met en place un échéancier de paiement mais certifié et qui nous permet d'être certain du recouvrement. Et donc on vous fait entre guillemets cadeau dans le cadre d'une transaction du montant négocié en échange d'un recouvrement certes moins important pour les finances publiques mais plus rapide car vous n'êtes pas censé ignorer que l'argent d'aujourd'hui ne vaut pas du tout l'argent de demain. Donc ça c'est vraiment important. Petit aparté justement d'un point de vue procédural sur les pénalités. En droit français, en droit fiscal français, on a plusieurs types de pénalités qui peuvent frapper les contribuables qui sont visés par un contrôle fiscal. Par exemple, je vous avais expliqué les marchands de biens avec la TVA, mais on peut avoir aussi une personne qui a fait un peu trop de résidence principale ou des personnes qui sont requalifiées en loueurs en meublé alors qu'ils étaient en para-hôtellerie parce que leur mandat prévoit un loyer fixe au lieu d'un loyer uniquement variable. On peut avoir ces choses-là. Mais entre guillemets, toutes ces personnes-là qui font l'objet d'un contrôle fiscal, tout comme l'entrepreneur ou la société à côté qui a une activité beaucoup plus prosaïque, charpentier, plomberie, artisanale, vont tous faire l'objet d'un point commun, c'est les pénalités. Les pénalités, elles sont de plusieurs types en France. Il y a celles de 10% qui sont les plus basses, c'est-à-dire que le simple défaut de retard, le simple défaut de remplir ses obligations fiscales dans les délais qui nous sont impartis, ouvre droit à l'administration de mettre en place automatiquement 10% de pénalité de retard. Bon, ces 10% peuvent, par voie de remise gracieuse, être amputés, mais si on ne les demande pas, généralement ils restent, et c'est vrai que généralement ils restent. La deuxième chose, ce sont les pénalités de 40%. Les pénalités de 40% sont très importantes car elles sont mises en place de manière quasiment automatique. Et ça, c'est vraiment dramatique. Je fais des rimes, mais je ne fais pas exprès. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut quand même réunir des éléments importants qui doivent être rapportés à la preuve de l'administration fiscale. 40%, ça suppose un élément matériel. L'élément matériel, ça peut être, généralement, on le remplit tout le temps, parce qu'on est dans un système déclaratif, je me suis trompé dans ma déclaration. Donc celui-là, on le remplit tout le temps. Mais il y a un critère cumulatif qui est de rapporter la preuve de l'élément intentionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le contribuable a eu un comportement dans lequel il s'est placé pour frauder, pour manifestement éluder l'imposition. Or, entre nous, qu'on soit très clair, très souvent en contrôle fiscal, on a des personnes de bonne foi qui se sont trompées, qui ont eu une méconnaissance, on dit, dans la portée de leurs obligations fiscales et qui sont de bonne foi, qui vraiment pensaient appliquer le BOFIP ou qui ont eu une interprétation différente. Et donc, il faut les contester. Pourquoi ? Parce que la rédaction de la proposition de rectification doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit être rédigée d'une manière qui permet de rapporter la charge de la preuve et qui permet de placer le contribuable dans une situation dans laquelle il peut se défendre et il comprend, c'est assez intelligible pour qu'il puisse comprendre ce qu'on lui reproche. Or, sur les pénalités de 40%, à chaque fois, on est témoin de quelque chose d'assez fréquent, qui est que la rédaction de la proposition de rectification sur les pénalités nous dit, compte tenu de l'importance des minorations, Monsieur X ou Madame X ne pouvait ignorer qu'il était dans une situation dans laquelle il éludait l'imposition. Si vous avez une proposition de rectification et qui est rédigée dans ce sens-là, il faut absolument contester à minima les pénalités. Je ne parle pas des droits, ça peut être justifié, l'administration peut avoir raison, ils sont loin d'être bêtes, bien au contraire. Mais sur les pénalités, si c'est rédigé comme ça, il faut les contester, puisqu'en jurisprudence, ça a été balayé d'un revers de la main. Malheureusement, c'est toujours appliqué. Les contribuables ne sont pas aujourd'hui assez éclairés sur leurs droits en matière fiscale, donc il faut vraiment prendre le temps d'ouvrir le livre des procédures fiscales. Il est imbuvable, mais il faut prendre le temps parce que c'est très important et ça peut avoir en cas de contrôle vraiment un impact significatif. Donc ça, c'est la petite aparté. Vous avez ensuite des pénalités de 80% pour activité occulte. Vous faites du blague, vous faites choper, vous prenez 80%. Bon, ça, généralement, en transaction, on arrive à les ramener à 40%, très, très fréquemment. Et vous avez les pénalités de 100%, c'est-à-dire qu'on va doubler le montant. Vous deviez 100 000 euros d'impôt, vous devez 200 000 euros d'impôt. C'est l'opposition à contrôle. L'opposition à contrôle, c'est la violence verbale ou physique vis-à-vis d'un inspecteur. On l'a déjà vu, un contribuable qui se lève et qui vient porter une gifle à l'inspecteur, ça existe. C'est très loin d'être recommandable, mais je vous raconte les coulisses, mais ça existe. Et deuxièmement, et ça arrive plus souvent, et ça arrive plus par négligence, mais ça peut être dramatique quand on voit les conséquences financières, c'est de ne pas répondre. C'est-à-dire que vous avez une résidence de vacances, vous êtes non-résident, vous avez une résidence de vacances en station de ski ou au bord sur la Côte d'Azur, vous ne faites pas le renvoi du courrier ou vous n'avez aucune solution, vous avez le premier avis de passage
je ne viens pas. Ensuite, vous avez le deuxième avis de relance, le troisième, le quatrième, et puis après, c'est opposition à contrôle. Et là, ils font eux-mêmes le contrôle, donc ils font un droit de communication auprès de votre établissement bancaire pour avoir accès au compte. Ils reconstituent votre chiffre d'affaires, ils reconstituent vos marges, et à vous de prouver qu'ils ne les ont pas reconstituées convenablement. Donc, petit aparté en dehors de la transaction, mais dans ces dossiers-là, avec de fortes pénalités, les transactions marchent beaucoup, parce que c'est vraiment le levier sur lequel on peut jouer. Donc, quelqu'un qui a 100% de pénalité pour opposition à contrôle, qui est non-résident et qui a un chalet en station, qui ne relève pas le courrier, qui a pris ses 100%, c'est vrai que généralement, par voie transactionnelle, on arrive à les ramener à des montants plus cool, on va dire. Ça reste violent financièrement, mais un peu moins, c'est un peu moins violent. Ensuite, le deuxième, et pour vraiment terminer là-dessus, c'est le service de mise en conformité et les régularisations qu'on peut opérer de manière volontaire. Vous êtes client, vous avez fait un choix fiscal, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, vous ne voulez pas attendre que l'administration vous tombe dessus avec justement ces pénalités, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que tout dossier qui dépasse un certain montant de pénalité, un certain montant global de rectification, est automatiquement envoyé au procureur, donc peut faire l'objet de poursuites pénales si jamais c'est prévu dans le code qui va à cet effet. Donc, plutôt que d'anticiper, pour anticiper ça, et plutôt que d'attendre en faisant la technique de l'autruche, en mettant la tête dans le sable en attendant que l'orage passe, on peut opérer des régularisations. Donc, il y a un service de mise en conformité, le SMEC, qui a été mis en place et qui permet de mettre justement en place des procédures pour régulariser avec des pénalités amoindries, avec une présomption de bonne foi, etc. Et donc une vision bienveillante de l'administration sur ce dossier. Mais ce sont vraiment pour des cas spécifiques, c'est-à-dire que le document qui nous ouvre le droit de saisir ce service de mise en conformité, ce fameux SMEC, ne porte que sur certains ou certaines infractions, ne porte pas sur tout. Donc si vous êtes en dehors de ces clous-là, vous pouvez néanmoins contacter le service d'impôt des entreprises ou particuliers de votre ressort territorial en expliquant, en faisant un courrier, en demandant à être reçu, et vous aurez une vision honnêtement bien plus bienveillante, des pénalités très amoindries, des contrôleurs et des contrôleuses et des inspecteurs et des inspectrices beaucoup moins obtus et qui vraiment veulent vous accompagner. Et là, vous avez un État qui remplit son rôle de devoir de conseil à nos côtés en tant que conseil. Et c'est des dossiers sur lesquels, effectivement, ça peut avoir un enjeu. Moi, j'en ai fait quelques-uns où voilà, le contribuable s'était trompé, n'avait pas fait exprès, ne connaissait pas cette règle, voulait pas prendre de risques, voulait dormir la nuit paisiblement et profiter de ses week-ends avec ses enfants tranquillement, l'esprit libre. Et donc, on l'a mis en place et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, en résumé, la transaction et le SMEC. Transaction, négociation avec les impôts qui permet de minorer le montant qu'on leur doit au global en échange d'un paiement généralement plus rapide, et le service de mise en conformité pour régulariser une situation qui est aujourd'hui erronée et dont on ne veut pas attendre que ce soit l'administration qui vienne nous chercher sur ses conséquences. Donc voilà. Merci beaucoup Axel pour ces explications très claires. On mesure bien effectivement toute l'importance de cette notion de transaction lorsqu'on aborde le contrôle fiscal. Avant de conclure, vous avez à l'écran donc un récapitulatif chronologique du contrôle fiscal. Vous pouvez voir les différentes étapes, les différents points que nous avons abordés aujourd'hui dans cette vidéo. Vidéo qui, je l'espère, va vous aider à mieux appréhender et à mieux comprendre ce qu'est un contrôle fiscal. Je remercie infiniment les deux intervenants, donc le docteur Rachid Abardi ainsi que le professeur Axel Penny. Et je le remercie également de nous avoir fourni le support qui a accompagné cette vidéo. Alors c'est vrai que le contrôle fiscal en soi, ce n'est pas l'élément le plus romantique à aborder lorsqu'on évoque habituellement sur cette chaîne des thèmes qui sont liés à l'investissement immobilier. Mais croyez-moi, c'est une chance de pouvoir s'entourer et échanger avec deux professionnels puisque, comme je l'ai dit au début en préambule de cette vidéo, le contrôle fiscal, c'est un élément que vous allez pouvoir, en tant qu'investisseur immobilier, affronter au cours de votre vie. Et j'insiste, lorsqu'on est investisseur immobilier, on se doit d'être entouré de professionnels. Que ce soit le juridique ou que ce soit la fiscalité, ce sont des métiers. Donc entourez-vous de professionnels. Je vais vous mettre en description, bien évidemment, les coordonnées des deux intervenants. Mais de manière générale, voilà, n'hésitez pas à vous entourer. Faites confiance aux professionnels
de professions réglementées. Méfiez-vous des experts autoproclamés, hein. Il y a bien évidemment des investisseurs immobiliers qui peuvent être de bons conseils, mais de manière générale, faites confiance lorsque vous abordez des questions techniques, des problématiques techniques à des professionnels. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci à tous pour votre soutien et je vous souhaite d'excellents investissements immobiliers.